Bienvenue sur le podcast Détermination. Aujourd'hui, on est dans un magnifique restaurant au Pas de Mainbray avec Christophe aujourd'hui. Bienvenue Christophe. Merci, bienvenue à toi Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Avec plaisir. Je m'appelle Christophe Ray, je suis natif de France. J'ai bientôt 46 ans et je suis l'heureux gérant de ce bel endroit ici, situé à quasiment 2400 mètres d'altitude. Incroyable. Et si on peut parler un petit peu de ce restaurant, donc on est à 2400 mètres d'altitude, donc on est en vallée, on est en dessus de Sion, dans la station d'Anzer. Et ça fait combien de temps que tu es le gérant de ce restaurant ? On attaque une année anniversaire, on attaque la 10e année avec mon épouse. Ouais. Alors, bon anniversaire déjà. Merci. Et donc, on est dans le podcast Détermination. Est-ce que ça te parle de quelque chose, de la détermination ? Qu'est-ce qui te vient en tête si je te dis ce mot ? La détermination, selon moi, c'est mon leitmotiv. Hein. C'est la base un petit peu de toutes les choses qu'on entreprend dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut... dans la vie, on a des challenges, on a des visions, on a des envies. Et moi, je pars du principe que rien ne tombe tout seul du ciel. Donc, il faut être déterminé, il faut s'auto-convaincre, il faut avoir confiance en soi, il faut être courageux pour prendre des risques et puis il faut travailler. Ouais, c'est ça, c'est bien sûr, c'est un leitmotiv. Et quand tu dis il faut prendre des risques, est-ce que y a des moments où tu sens que tu dois prendre des risques dans ta vie tu as dû... J'ai l'impression j'ai pris des risques tout au long de ma vie. Hein. Je me suis expatrié assez vite. Hein. Avant mes 20 ans, je suis parti à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, où je parti dans les pays anglophones à apprendre l'anglais dans un premier temps, après parti apprendre mon métier dans d'autres pays, les États-Unis, l'Irlande, les bateaux de croisière. Donc, selon moi, ça c'était une prise de risque, ce qu'on appelle toujours sortir de sa zone de confort pour enfin aller chercher un petit peu la magie qui s'y trouve. Waouh. Et c'est comment que tu t'es dit je vais changer de pays, je vais commencer par l'Angleterre, tu as dit ou... L'Irlande, ouais. L'Irlande. C'est difficile à expliquer. C'était écrit quelque part, c'était ancré en moi. Et à un moment donné, il y a un cri dans mon cœur et dans mon corps qui a dit c'est le moment et il faut partir. Et c'est l'Irlande. C'était clair. Et donc, je suis allé à l'époque dans une agence de voyage, acheter mon billet qui a été imprimé physiquement. Et voilà. Et quand j'ai dit à mes parents que je partais, et au début, ils ont dit ouais, d'accord. Et quand je leur ai demandé de m'accompagner à l'aéroport, pour eux, ça a été aussi une mini claque en fait pour se rendre compte que le Christophe était devenu un jeune adulte prêt à prendre sa vie en main, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis après j'ai suivi de là. Ça m'a bien sûr fait peur, hein. Il y a eu des situations pas simples. Quand on arrive dans un pays, on est déjà dans une situation, ça déjà avoir un peu l'humilité d'accepter d'être dans une situation d'émigré. Hein. Les immigrés, les émigrés, et c'est partout pareil dans le monde, hein, que ce soit des Français en Irlande ou des Algériens en France ou des Français en Suisse. C'est déjà avoir l'humilité de se dire qu'on n'est pas chez soi et qu'on sera peut-être pas forcément bien accueilli et qu'on doit simplement faire ses classes et puis... on grandit, on apprend, on se fait connaître, on prend confiance et puis on avance. Et puis après l'Irlande, c'était les bateaux de croisière, c'était les États-Unis. Et puis à chaque étape, son lot de difficultés et puis son lot de satisfaction. Et puis c'est ce qui nous grandit, c'est ce qui nous fait grandir un petit peu jour après jour. Excellent. Et c'est quoi que tu kiffes là-dedans en fait quand tu fais ça ? Moi, j'adore le risque. Je suis un challenger, j'aime le jeu, enfin pas le jeu d'argent, mais j'adore me mesurer à plus fort que moi dans ce que je fais. J'ai très peur de la routine en fait. Ça, ouais, je m'ennuie très vite, donc je suis sans arrêt à la recherche de nouveaux challenges, de nouvelles choses, de remise en question de moi. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit quand tu arrives au sommet de la montagne, continue de t'élever. Et ça, c'est yes. mon leitmotiv. Ouais. Ah, ça, c'est bien ça. Et tu étais d'un coup sur les croisières, donc sur la mer et tout, puis d'un coup, tu te retrouves à 2400 mètres. Qu'est-ce qui se passe là ? Mais c'est assez semblable en fait. Hein. Le rythme des croisières et le rythme de la montagne, c'est un peu la même chose. Hein. C'est des rythmes très saisonniers. Pour prendre l'exemple des bateaux de croisière, quand on embarque en tant que serveur ou personnel de restauration sur un bateau de croisière, on part pour une mission de 4 mois. C'est 4 mois, 7 sur 7,
12 heures par jour. Wow. Pas de congé, pas de repos. C'est 1 heure de pause ou 2 entre chaque service. On prend une douche, on change d'uniforme et on enchaîne matin, midi, après-midi, soir. Livraison, nettoyage. Wow. Et ça demande une certaine discipline, une certaine rigueur. Et une fois de plus, d'aller chercher un petit peu ses limites, d'aller repousser ses limites quotidiennement. Hein. Et quand tu t'as embarqué dans le bateau, tu savais que c'était comme ça ou... Oui, oui. Ok. Non, ouais, je voulais justement. J'avais le manager que j'avais quand j'étais en Irlande il avait une quarantaine d'années. Lui, il avait vécu une quinzaine d'années sur les grands bateaux de croisière à l'époque, le Queen Elizabeth et tout ça. Et puis il me racontait un petit peu ses expériences. Et moi, j'avais envie de cette expérience qui me paraissait, selon moi, être un peu la référence des expériences dans la restauration. C'est un peu à la dure. En gros, Wow. une fois que tu as fait ça, tu peux aller n'importe où. Tu seras solide. Tu auras les épaules solides, tu pourras tout encaisser et tu pourras passer n'importe où. Et à des moments, est-ce que tu as senti que tu flanchais et puis qu'il fallait tu te reboostais mentalement? Est-ce qu'il y a des moments où tu avais des hauts ou des bas ou tu as des choses qui te reviennent un petit peu à cette Ah oui, époque-là? complètement. Oui, il y a des moments très difficiles. On accumule la fatigue, qu'on comble des fois après avec des sorties, avec malheureusement un peu des prises d'alcool et ainsi de suite. Et puis il faut savoir se recadrer pour pas sombrer dans un rythme un petit peu d'excès de tout en fait, parce que l'excès de travail va impliquer un excès de fatigue, manque de sommeil qu'on comble par des stimulants ou autres, et ça c'était pas très bien. Donc pour garder un petit peu les pieds sur terre, se donner une petite rigueur, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis un terme à mon expérience aux États-Unis. Ça se passait en Floride, où avant de tomber dans les extrêmes, de faire trop la fête et puis de faire un peu n'importe quoi. Donc toujours un peu garder les pieds sur terre, quoi. Profiter, s'amuser, aller faire des expériences, mais garder les pieds sur terre. Ouais, garder les pieds sur terre, la discipline, c'est un aussi des life motifs dans le ninjutsu. C'est le symbole de la terre qu'on a là-dessous. Donc, Et oui. la discipline de s'ancrer dans le sol et pas s'éparpiller. Parce que c'est vrai que si on s'éparpille, on a peu de résultats. Et toi, je pense, comme tu es un challenger, tu as envie de voir des résultats sur toi. Exactement. Ouais, excellent. Et du coup, tu avais quel âge quand tu es arrivé après en Californie puis que tu es parti? Ça, c'était en Floride. Floride, Floride. Là, j'avais 25 ans. 25 ans, c'était la Floride. C'était l'expérience au parc Disney World. Ah, ok. Et dans un restaurant français. Et là, pareil, c'était l'expérience Disney. C'était une expérience un petit peu à la dure, mais c'était une expérience vraiment la rigueur dans la qualité de service. On peut dire ce qu'on veut sur les Américains et ou sur Disney, mais en tout cas, dans la rigueur de l'accueil et du service à la clientèle, c'est les leaders et c'est les champions du monde. Et puis du coup, voilà, ça, c'était une leçon de plus dans la rigueur de travail, dans la ligne à suivre pour pouvoir performer. Waouh. Et pendant toutes ces périodes, ça fait un moment que tu n'as plus revu ta famille ou tu retournes de temps en temps en France? Tu faisais quoi? Alors, quand j'étais sur les bateaux de croisière, c'était des rythmes de 4 mois. Donc, 4 mois en mer, sans congé, 2 mois de vacances et ainsi de suite. 4 mois, 2 mois, 4 mois, 2 mois. J'ai fait ça pendant presque 3 ans. Les États-Unis, c'était 1 année loin de tout le monde. L'Irlande, c'était 2 fois 1 année, pareil, loin, sans vraiment rentrer. Toujours un petit peu expatrié. Puis après, je suis rentré en Europe. Je me suis installé à Genève pour assez vite après repartir en mode voyage, découverte, dans un autre challenge. Ok, excellent, super. Ouais, t'as fait déjà 10 vies jusqu'à 25 ans, quoi. Excellent. Et après, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu un coup dur ou quelque chose qui t'est arrivé pour que tu changes complètement ou est-ce que Il y a eu 2 caps, j'ai l'impression, vraiment dans ma vie, assez clairement. Il y a eu un moment donné dans ma jeunesse, je ne saurais pas dire quel âge j'avais, mais quelque part entre 12 et 14 ans, où je me suis rendu compte que le mindset pouvait tout changer. Et en posant la question à des gens, comment ils allaient, salut, comment tu vas? Et j'avais l'impression que c'était toujours, ah ouais, ça va, mais gna gna gna. Et j'ai compris que ce genre de mood, un peu, c'était une spirale un petit peu infernale. Et la spirale, tu décides, soit elle descend, soit elle te tire en haut. Et je me souviens, il y a eu cette étape-là où je me suis dit, moi, j'ai envie d'aller bien.
et je me suis conditionné pour aller bien. Et du coup, j'ai l'impression que ça a vraiment switché dans ma façon d'être, ma façon de vivre, regarder toujours le bon côté de la vie. Et puis, ça m'a très certainement aidé parce que le deuxième exemple que je voulais dire, c'était le premier et vrai seul coup dur que j'ai eu dans ma vie, c'était j'avais une trentaine d'années et on m'a découvert une tumeur non cancéreuse qui se situait sur le nerf auditif, donc qui se situait dans un endroit intracrânien et qui affleurait le cerveau. Donc, j'ai dû subir une opération extrêmement délicate qui aurait pu avoir des conséquences très, très, très graves en termes d'équilibre, en termes de handicap, en termes de plein de choses. Et je me souviens, pareil, m'être conditionné à pas trop avoir peur, essayer d'avoir confiance, de rentrer à l'hôpital avec toute la volonté, la motivation, en étant assez convaincu que ça allait bien se passer. Et puis, Dieu merci, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. Ou, bien entendu, j'étais entre les mains de merveilleux chirurgiens et professeurs. Mais en tout cas, je me suis très vite et très bien sorti de ce coup dur qui aurait pu faire basculer toute ma vie d'un autre côté. Ouais, ça doit être vraiment un moment difficile. Ouais. Mais au moment où tu apprends ça, donc tu as 30 ans, c'est un peu c'est le début, quoi. C'est 30 ans, tu démarres la vie à fond. Et d'un coup, tu as quelque chose qui te freine comme ça. Au moment où tu l'apprends du médecin, ça t'a fait un choc, puis tu as réussi à le rétablir tout de suite ou bien... Oui, il y avait un choc et je me suis vraiment rendu compte de la gravité de la chose parce que quand on m'a vraiment annoncé le diagnostic, j'étais en présence de ma petite sœur qui, elle, travaille dans le corps médical. Et quand le professeur a donné le diagnostic et que ma petite sœur est partie en larmes, je me suis dit là, c'est du sérieux. Alors oui, j'ai eu un petit coup au moral, mais une fois de plus, j'ai cru, je sais pas, j'ai cru au bon côté de la vie. Je me suis conditionné pour que ça se passe bien. Et puis Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais voilà, la vie est ainsi faite, on doit continuer à avancer. Ouais, joli. Ouais, belle mentalité en tout cas. Et du coup, tu fais l'opération, tu te réveilles. Donc là, tu pouvais perdre l'audition, c'était ça? Et puis tu pouvais rester paralysé? Alors, le moins grave, c'était de perdre l'audition. C'était pour préserver tout le reste. Après, dans l'ordre de gravité, j'aurais pu ressortir avec une asymétrie faciale parce que le nerf optique se trouve près du nerf de l'équilibre facial et puis le nerf de l'équilibre. Donc, j'aurais pu avoir des pertes d'équilibre, à ne pas pouvoir marcher correctement et un déséquilibre facial, c'est-à-dire qu'un côté... peut-être un œil qui se ferme plus ou un côté de la bouche qui ne répond plus et ainsi de suite. Donc j'ai eu un petit peu de ces symptômes qui heureusement se sont résorbés avec la rééducation, avec le temps. J'ai quand même perdu l'audition, donc je vis avec un mur du silence du côté gauche, mais c'est pas grave en fait, je m'y accommode assez facilement. C'est un petit peu dérangeant quand il y a du brouhaha et beaucoup de gens qui parlent en même temps, mais je me positionne toujours pour que ce soit le moins handicapant possible et je me dis qu'il y a certainement des personnes qui vivent avec d'autres handicaps beaucoup plus graves, donc je n'ai pas le droit de me plaindre en fait. Ouais. Et après, est-ce que tu as fait quelque chose? Tu t'es dit, je démarre quelque chose de nouveau ou comme ça? Tu m'avais parlé d'un voyage, c'était là juste après? Mais oui, bien sûr. Alors, c'était un croisement assez important dans ma vie parce que c'est arrivé très peu après... que j'ai rencontré mon épouse avec laquelle je vis depuis plus de 15 ans. Et puis, à cette époque, on s'est rencontrés. On a été tout de suite assez d'accord sur le fait de partir voyager. Et puis, il y avait cette opération entre les deux. Et moi, je me souviens avoir eu cette conversation très claire avec elle. Je me suis dit, je vais aller vivre cette opération. Je peux ressortir défiguré, complètement handicapé. Je ne t'en voudrais pas si on n'est plus ensemble suite à ça. Je comprendrais. T'as pas à traîner ce boulet, toi aussi, c'est mon problème. Mais en revanche, si je m'en ressors indemne, on part en voyage. Et le but, l'objet du voyage, c'était de partir descendre l'Amérique du Sud à vélo. Et je me souviens, je suis allé à l'hôpital avec les magazines de voyage à vélo dans ma sacoche.
Et quand on m'a ramené dans la chambre après le réveil, on m'a demandé qu'est-ce qui me ferait plaisir. J'aurais dit, est-ce que vous pouvez ouvrir le vestiaire, me passer ma sacoche et me donner les magazines. Et à partir de là, c'était objectif voyage. Et ça y est, le gros coup dur est passé. On ne va pas s'apitoyer sur son sort. On y va. Prochaine étape, boum, on décolle. T'es dans le lit et t'es déjà en train de décoller, quoi. Mm-hmm. Ça, c'est de la mentalité. Mais après, donc, tu décolles pour où? C'est comment tu planifies un peu ce voyage? C'est quand même... il y a pas mal d'organisation, j'imagine. Il y a pas mal d'organisations, oui et non, en fait, parce qu'en lisant quelques blogs, ça nous donne un petit peu des guidelines, un petit peu des lignes directives. Et puis après, il fallait simplement déjà s'acheter un vélo, parce qu'on n'était pas du tout cycliste. S'acheter un vélo, s'acheter une tente, s'acheter des sacs de couchage, et puis pour finalement acheter le billet d'avion. Et puis après, le voyage, il se fait en lui-même. Le voyage à vélo nous permet d'avoir la chance d'être assez autonome, en fait, en termes de nourriture, logement et ainsi de suite. On peut vivre un peu partout et s'arrêter où on veut. Donc, en dehors du vélo et de la logistique du matériel, on était très libre. Après, on prenait à droite, on prenait à gauche, on n'avait pas vraiment d'itinéraire précis. On écoutait notre cœur et on suivait un petit peu les conseils des locaux. Et du coup, ça fait la magie de l'expérience. Ouais. Et t'as atterri où On a atterri au Costa Rica, à San José, à la capitale. Et puis, ça, c'était rigolo parce que nous, on arrivait, mais nos vélos pas. Nos vélos étaient perdus sur la route. Aïe, aïe, aïe. Donc, ils ont mis 3-4 jours à arriver. Et puis après, on est arrivé, on a monté les vélos et puis on a descendu tout droit jusqu'à Ushuaia. Et ça nous a pris une année complète. Une année complète, ouais. Wow. 12 000 km, dont 8 000 de montagne. On a suivi la cordillère des Andes. Incroyable. Du nord au sud, ouais. Hey, incroyable. Alors là, il faut qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. Je pense que vous avez dû vivre des trucs de fou. C'était une expérience incroyable. Déjà, une expérience de couple incroyable, parce qu'on a appris à se connaître complètement nus, en fait, loin des artifices de la vie du quotidien. On était H24 ensemble, donc c'était vraiment la découverte et la connaissance l'un de l'autre. Et on s'est rendu compte que c'était le match parfait, donc ça c'était super. Et puis après, bien sûr, hein, le voyage à vélo c'est magnifique, mais nous on n'était pas cyclistes, donc on a appris un petit peu à nos dépens, quoi. Mais on a appris lentement. On a commencé par faire des étapes de 30 km, puis de 40, et puis après 90, 100, 150. On avalait les cols, 2000, 3000 mètres. Il y a eu. Wow. Mais toujours avec la douceur du vélo, c'est-à-dire qu'on avait la chance d'être au même rythme que les gens qu'on croisait. Donc, si on croisait un regard, on pouvait s'arrêter, discuter de mots, demander comment est la route, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on devrait voir. C'était vraiment un beau voyage de rencontre. Contrairement à quand on voyage en transport en commun ou autre, on va trop vite. On va d'un point A à un point B, mais on ne profite pas de l'entre-deux. Et du coup, nous, c'était notre motivation, c'était la vie est un long chemin et ce n'est pas qu'une destination, en fait. Et nous, on voulait vraiment apprendre à vraiment profiter de chaque tour de roue. Et puis voilà, même si c'était long, on a eu des ascensions, dont un grand col en Argentine, entre l'Argentine et le Chili. C'était 120 km d'ascension. Hein. Il a fallu 3 jours pour le gravir. Il faisait combien de dénivelé? Il faisait quasiment 4000 mètres de dénivelé. On partait de Mendoza. Mendoza, c'est à 400 mètres et on basculait, je crois, à 4004 et on redescendait de l'autre côté. Wow. Et du coup, là, c'était quand tu étais par là, je pense que tu avais des jambes qui étaient un peu cramées, ou bien tu t'habitues, tu voyageais tous les jours on roulait quasiment tous les jours, effectivement. Okay. Alors, on s'arrêtait des fois pour se reposer, pour profiter, pour visiter. Mais sinon le schéma de la journée, c'était on pliait la tente le matin, on paquait les vélos et on partait. Et sans vraiment savoir où on allait dormir le soir. On avait un peu des idées, on se donnait des objectifs, mais des fois, on ne les atteignait pas parce que la route n'était pas bonne, parce qu'on rencontrait d'autres personnes qui nous disaient qu'il ne fallait pas passer par là, mais par là. On vivait vraiment au gré des aventures et des rencontres. Et puis après, le soir, on trouvait un petit coin, on montait la tente, on cuisinait notre petite popote. Et puis. Waouh! Et du coup, tu avais tout le matériel sur le vélo? Donc, tu avais les poches sur les côtés, tu avais tout le matériel dessus? Ouais, on vivait avec tout le matériel pour dormir, manger, et on avait en règle générale
5 jours de capacité de nourriture et environ 3 jours d'eau. 3 jours d'eau. 3 jours d'eau, ouais, c'était beaucoup. Ouais, ça fait lourd tout ça. Hein. C'était lourd, ouais, parce que l'eau, on s'en sert aussi pour cuisiner. Donc, c'était à peu près 3 à 4 litres par personne par jour. Donc, ça faisait vite du poids. Ouais. Et t'as des endroits qui t'ont marqué là-bas, un petit peu? Il y a plein d'endroits. En fait, on s'émerveille tous les jours. En fait. Et il suffit de savoir regarder, que ce soit un paysage, un salar, une côte, une plage, ou alors juste un petit colibri qui vient butiner sur le bord de la route. Là, et on va tellement doucement qu'on a le temps de s'arrêter, de l'observer. Non, c'était de l'émerveillement au quotidien. Magnifique. Et pour ta femme aussi, ça allait bien? C'était dur? Pour Doris, c'était beaucoup plus dur que moi. Ouais, elle avait beaucoup plus d'appréhension. Elle a un petit peu plus souffert physiquement. Oui. Et puis, on va dire que c'est là où on est un petit peu différent. Elle n'a pas le même mindset de détermination que moi. Elle a plutôt tendance à voir la difficulté plutôt que la beauté qui se cache derrière la difficulté. En fait, voilà, si on regarde un obstacle, elle voit l'obstacle, et moi je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière l'obstacle. Voilà, c'est quand même assez complémentaire parce que ça permet de ne pas se prendre le mur non plus. Exactement, oui, non, c'est clair, ça régule, ça me régule et ça me tempère pas mal, effectivement, c'est la jauge. J'ai le même back-office. Mais donc, pour revenir sur ce voyage, c'est déjà de prendre la tente et d'aller dormir à quelque part, déjà rien que de faire ça ici en Suisse ou comme ça, c'est un peu... Enfin, c'est cool. C'est un peu fou comme ça de camper sur 2-3 jours, mais là vous avez fait sur une année. Oui, on a fait ça. Alors on a dû apprendre. Hein. Au début, on était nuls. Hein. On était nuls. On sortait de notre petit appart à Genève. On savait à peine faire du vélo. On n'était pas des bivouaqueurs. Hein. On a acheté on est parti avec des vélos neufs, des sacoches neuves, une tente neuve. On n'avait pas tout ça. Au début, on avait peur. On a fait très peu de camping. On dormait plutôt dans les auberges, tout ça. Et puis, on a eu la chance de rencontrer un couple incroyable de Lituaniens qui vivent aux États-Unis. Et eux, par contre, c'était les champions de l'outdoor. Dès qu'il y avait une rivière, ils pêchaient. Et puis, ils connaissaient tous les tenants et les aboutissants de la vraie aventure, du bivouac et tout ça. Et avec eux, du coup, après, on a vécu des expériences incroyables parce que déjà, il y avait l'effet de groupe. On n'avait plus moins peur. Et puis eux, ils avaient tellement l'habitude qu'on a vraiment appris à se dépatouiller, vraiment comme des aventuriers, à pêcher. Excellent. Pêcher, mais comment vous avez fait pour pêcher? Avec canne à pêche, ils avaient? Oui, exactement. Ouais. On s'est trouvé, par exemple, on était aux alentours de Noël au Chili, à Santiago. On avait passé Noël avec toute une bande de cyclistes qu'on avait rencontrés sur la route. On s'était redonné rendez-vous à Santiago. On avait loué une immense maison avec 5-6 chambres et on a passé Noël là-bas. Et quand Doris m'a demandé ce que je voulais à Noël, j'ai dit là on va attaquer la Patagonie, la région des lacs. J'aimerais bien une canne à pêche. donc j'ai acheté une canne à pêche, une boîte de cuillères et on a pêché des truites tout le long jusqu'à Ushuaia. Mais c'est incroyable. Et c'est comment la Patagonie là? La Patagonie, c'est encore un endroit extrêmement sauvage du monde. C'est très peu peuplé. C'est une succession de parcs naturels incroyables. La Patagonie se trouve à cheval sur la cordillère des Andes. Donc, il y a une partie qui se trouve sur le Chili et une partie qui se trouve sur l'Argentine, avec la partie chilienne qui est balayée par les vents et les pluies, qui sont arrêtés par la cordillère, et la partie argentine qui est très sèche, un petit peu désertique. Donc, deux salles, deux ambiances. Et puis après, il y a la terre de feu où là, c'est vraiment... c'est un peu des ambiances un peu primaires, quoi. C'est le détroit de Beagle, le détroit de Magellan, la mer qui zigzague entre les forêts, entre les plaines. Ouais, ça donne envie. Et quand tu étais justement par là-bas, est-ce ça arrivait qu'il y ait des orages ou des grosses pluies ou des trucs où tu dis j'ai plus envie ou On a vécu un petit peu de mauvaise météo, mais pas tant que ça. En fait, le vélo nous laissait la liberté de partir ou de pas partir, de nous arrêter et de pas s'arrêter. Du coup, quand on voyait que c'était trop mauvais, les conditions,
on ne prenait pas le risque en fait de pas prendre de plaisir en fait. Et on a eu une fois une grosse tempête de vent sous la tente. Ouais, ça c'était pas très plaisant. On a cassé une partie des arceaux. Ça a cassé les arceaux. On a cassé les arceaux. Ouais, on tenait toute la monture avec les pieds, les mains. Ouais, c'était aux abords d'un des salars, juste avant le salar de Uyuni. Et c'était très fort. Ouais. Et là, en plus, vous êtes perdu, je pense, j'imagine. Là, t'es perdu. Il n'y avait pas grand-chose. Personne il n'y a pas Air Glacier, là. Non, puis à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas Internet. On avait rien. C'est ça. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2011. Mais on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de GPS, on avait les cartes en papier, ouais, c'est tout. Ouais. On s'arrêtait dans les cybercafés pour télécharger les itinéraires, envoyer des nouvelles à la famille. C'était... Waouh, sacrée expérience. Et maintenant, en y repensant, ça te fait quoi de repenser à ça? C'était une expérience incroyable. Comme je disais avant, une expérience de couple incroyable. Ça nous a vraiment permis de nous découvrir avec Doris et moi. Et du coup, après ce voyage, il y avait aucun doute qu'on était fait pour vivre ensemble. Du coup, depuis, on s'est mariés, on a fait des enfants. Et puis, c'est la meilleure personne qui me soit arrivée dans ma vie. Non, c'est vraiment mon équilibre. Comme tu disais avant, c'est le match parfait, c'est l'équilibre. Ouais. Super. Et comment, d'un coup, tu arrives au pas de Mimbray? Donc là, tu fais la grande traversée, tu arrives à Ushuaia. Bon, déjà, si on peut s'arrêter à la fin, quand vous arrivez à Ushuaia, c'est ça? C'est ça, on arrive à Ushuaia. Vous êtes dit quoi? C'était l'euphorie, ou bien c'était plutôt la dépression parce qu'on arrive à la fin? C'était génial. Alors, c'était l'euphorie et c'était super parce que surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a prévenu personne de notre timing d'arrivée. Parce qu'on s'était renseigné et d'expérience. Tout voyage, si tu l'interromps trop vite, comme ça arrive trop souvent, tu fais le plus beau voyage du monde, mais depuis le bout du monde, tu prends un avion, tu arrives chez toi, tu mets un tour de clé, et il est fini ton voyage. Tu peux pas échanger, les gens comprennent pas vraiment, toi tu es un petit peu encore sur une autre planète, c'est pas facile et je trouve que la douche elle est froide. Et du coup, nous, depuis Ushuaia, on est rentré tout tranquillement. On a d'abord passé une semaine de vacances à Buenos Aires pour digérer tout ça. Et après, on a pris un avion pour la France. On a atterri à Paris. On a remonté nos vélos et on était invité à un mariage chez les amis. C'était les seuls qui savaient qu'on rentrait au Mont-Saint-Michel. Donc, on a pédalé jusqu'en Normandie. Et puis après, on est rentré à vélo, en fait. On est rentré à vélo jusqu'en Valais, depuis la Normandie. On a rajouté encore un mois au voyage. Et sans prévenir personne, comme ça, on n'avait pas de pression. Quand est-ce que tu arrives? Tu fais quoi? Gna, 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 on t'invite à manger. On a débarqué dans le jardin de ma belle-maman qui était en train de prendre son café. Et là, c'était l'émotion maximum. Wow. Et donc, pour en revenir à ta question, Ushuaia, c'était comment? C'était cool. Et puis, le slogan d'Ushuaia, c'est Ushuaia, fin del mundo, principio de todo. Ça veut dire Ushuaia, fin du monde, commencement de tout. Et ça avait du sens pour nous, parce que on arrivait au bout du monde, mais c'était le commencement d'une nouvelle vie. On savait qu'on devait passer à autre chose maintenant, et c'était le commencement. Et du coup, ça avait du sens. Ouais, ça fait vraiment du sens. Mais c'est incroyable. Après, vous avez atterri à Paris, vous êtes remonté encore à vélo, vous avez eu encore le courage de pédaler. Mais bien sûr, on voulait pas terminer ce voyage. Ça faisait une année qu'on vivait dehors. T'imagines que le voyage à vélo, t'es dehors, H24. Wow. T'es plein de tous les éléments, le soleil, la nature, les odeurs, les senteurs, les fleurs, tout. Tu étais au contact de tout. Et on voulait pas que ça s'arrête. En fait, on n'avait pas de date de retour, on n'avait pas de boulot derrière. On s'était gardé cette liberté. Et comme ça nous a permis de finir notre voyage tout en douceur, arriver ici en Valais, et puis après de reprévoir la suite. Mais déjà, moi, je me dis d'aller jusqu'à Lausanne en vélo, je vais mourir. Mais toi, vous êtes parti depuis Paris et remonté jusqu'à Saint-Michel, donc c'est Normandie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est 3 jours. 3 jours de vélo. 3 jours de vélo, voilà, tranquille. 3 jours de vélo, vous êtes arrivé, un mariage là-bas. Ouais, c'est ça. Et après, vous êtes dit, un mois pour rentrer. 3 semaines à peu près, un mois pour rentrer tranquillement. C'est super inspirant parce que c'est vrai que maintenant, on est tellement habitué à prendre le train, la voiture, à tout moment, qu'on oublie qu'en fait, toutes ces parties-là, elles sont tellement importantes de prendre la nature comme vous l'avez fait. Quoi. La plus belle chance, c'est de s'accorder du temps.
effectivement, la vie, elle est courte, donc on veut toujours aller plus vite vers l'étape suivante, alors que des fois, oui, la vie, elle est courte, donc profite de l'instant présent, mets tout le reste en pause. Et nous, on a eu la chance de faire ça, en fait, de prendre une année sabbatique, de tout mettre en pause. On se rend compte qu'au final, ça coûte pas cher. Beaucoup de gens nous disent, oui, vous avez de la chance parce que vous avez les moyens. Au final, non, on a vendu la voiture qu'on avait, on a arrêté de payer les assurances et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis avec un petit billet de 10 000 francs, on était parti pour une année, quoi. Donc voilà, ça coûte. Ouais. Bah ça oui, ça coûte rien. Ça coûte rien. 10 000 francs, c'est dépensé. Hein. C'est ça. Hein. 10 000 francs quand on est à la maison, on va pas loin avec. Hein. C'est ça, c'est ça. Et puis, mais c'est vrai qu'après, vous êtes revenu, puis vous deviez redormir dans une maison ou appartement. Je pense à avoir un lit. C'était comment il y avait un côté super. Hein. On était content de rentrer. On était allé au bout de ce qu'on voulait. Ah, okay. Donc du coup, il n'y avait pas de déception, pas de regret. Non, on s'était donné une année. On a fait l'année pleine. On a fait le voyage qu'on voulait. Et puis on était prêt à passer à l'étape suivante. Ouais, comme je dis, on regarde toujours vers l'avant. Ma philosophie, le passé, c'est le passé. On ne peut plus rien changer. On avance. Ouais, tu regardes toujours vers l'avant. Exact. Donc, quand il y a un problème devant toi, tu essaies de trouver les solutions et de ne pas regarder ce problème-là, ou bien tu fais comment Exactement, des problèmes, entre guillemets, en tout cas des situations au quotidien. Quand on gère un restaurant d'altitude, on est confronté plusieurs fois par jour à des problèmes. Hein. On doit résoudre des choses, on doit avancer. On ne se pose pas la question, en fait. On n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. On y va, quoi. Et juste avant de revenir un peu dans ces détails, comment tu es arrivé après à prendre ce restaurant qui est en altitude? Donc toi, tu aimes bien les challenges, c'est un peu dans cette optique-là, ou bien comment c'est arrivé tout ça? Comment c'est arrivé? C'est ça. Ça, c'est une très belle histoire. Je sais pas. Je vais essayer de la faire un petit peu courte, mais c'est une magnifique histoire. Donc, après notre voyage à vélo, on s'est installé quelque temps en Gruyère. Un peu trouvé ça par hasard, un boulot qui était de nouveau très très challengeant. Travailler dans un petit hôtel-restaurant d'un petit village à Charmey, qui avait la particularité d'avoir 3 restaurants, un restaurant gastronomique, une petite brasserie de village et puis une pizzeria. Et moi, j'étais un peu le responsable de la restauration pour ces 3 restaurants. Donc, c'était une grosse expérience professionnelle post-voyage. J'avais envie d'une grosse expérience. Je voulais repartir dans mes premiers amours, la cuisine, le service, la restauration. Et du coup, on a fait cette expérience en Gruyère. Pendant cette période, j'ai fait ma demande en mariage à Doris, donc on s'est mariés là-bas. Et puis Doris, qui est originaire du Valais, un Dayan, on voulait faire la cérémonie de mariage ici au Pas de Mimbré. En fait, on a fait un mariage laïque. Donc, en fait, on s'est mariés au Pas de Mimbré sans savoir qu'on le reprendrait 2 ans après. En fait. Ça, c'est rigolo. Pendant l'organisation du mariage, on a rencontré l'ancien gérant. Et puis qui nous a confié qu'il allait partir à la retraite 2 ans après. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, ne cherche plus, en fait. Mais j'ai rien dit. Ce jour-là, on parlait de l'organisation du mariage, j'ai rien dit. Et puis une année s'est passée. La veille du mariage, on est remonté sur place ici au restaurant avec les copains pour mettre la sono, la déco et tout ça. Et puis j'ai vu l'ancien gérant. J'ai dit, alors René, t'as trouvé ton successeur? Et là, il m'a dit, sans qu'on se soit rien dit, il m'a dit, mais non, j'attends ton CV, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais t'es sérieux? CV, ouais. Il m'a dit, ben oui, c'est pour toi. Il m'a dit, je te vois faire. C'est pour toi, en fait, c'est pour vous ici. Et là, j'ai dit, texto, j'ai dit, laisse-moi me marier et lundi matin, tu auras mon CV sur ton bureau. Et c'est comme ça qu'on a atterri au Pas de Mimbré 2 ans après. Elle est magnifique cette histoire. Donc, tu t'es marié le week-end et lundi, tu as donné... Lundi, j'ai donné mon CV, voilà. J'étais déterminé. Mais c'est incroyable, déterminé, quoi. Et direct, tu prends l'occasion, mais t'as pas peur de prendre un coup un risque comme ça, de prendre... C'est quoi qui se passe en toi? C'est fou. En fait, j'ai même pas peur. Je m'assois sur une certaine expérience parce que là, à ce moment-là, j'ai 35 ans. Ça fait 15 ans que j'ai quitté l'école. J'ai fait 15 ans de voyage, d'expérience, ainsi de suite, à apprendre mon métier de par le monde. Et puis, avec tous ces challenges que je connaissais déjà
peu par les bateaux de croisière. Et non, et pour la première fois, je reprends une cuisine. Je deviens chef de cuisine sans vraiment avoir travaillé en cuisine avant dans ma carrière, et avec toute la confiance, vraiment la force qui était en moi, qui me disait non, ça c'est pour toi, c'est la bonne direction, vas-y, bosse, et puis il peut rien t'arriver, quoi. Fais les choses sérieusement, travaille comme tu sais le faire, accueille les gens avec le cœur, et ça va passer, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça se sent hein, que tu accueilles les gens avec le cœur, chaque fois que le sourire, chaque fois on est bien quand on vient chez toi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, Et on merci. se remplit bien le ventre à chaque fois, c'est super. Bon. Et du coup, donc attends, là on est en altitude, comment tu fais pour te ravitailler? Il doit y avoir plein de choses compliquées en fait, c'est pas comme un restaurant en ville où tu peux venir avec le camion et débarquer. Comment Oui, ça se exactement. passe? Alors, il y a la complexité pour acheminer. Bien qu'on ait la chance que le restaurant ait très bien été conçu, on est juste à côté de l'arrivée des remontées mécaniques. Donc, chaque marchandise qui arrive au restaurant passe d'abord par la remontée mécanique. Et puis après, on a un système d'ascenseur, de tunnel entre les deux bâtiments. C'est assez pratique, mais ça demande bien sûr un peu de manutention. Et puis, avec toute l'incertitude, si des fois on planifie une livraison avec des palettes, et puis ce jour-là, il y a une tempête de vent, et puis les palettes, elles ne peuvent pas monter. Alors là, c'est branle-bas de combat. Qu'est-ce qu'on fait? On rappelle le fournisseur, on remonte, on doit stocker entre deux. Ouais, ça fait... Ah bah oui, parce que vous êtes dépendant aussi de la météo, Oui. et puis aussi des clients avec la météo par la même occasion. Et comment tu fais pour... il y a aussi tout le personnel que tu dois gérer. Tu dois gérer toute une équipe sur place. Et c'est comme tu as dit en croisière, c'est pas 5 jours et 2 jours de repos, c'est souvent des 7 jours de travail. Oui, c'est ça. On a une activité tellement saisonnière, avec une activité assez fluctuante, que pendant le gros des vacances, par exemple la saison d'hiver, pendant les 2 semaines de vacances de Noël, ou alors les 3 ou 4 semaines de vacances de février, là c'est intense, quoi. On est bien qu'on soit 24 ou 25 employés l'hiver, si on veut que ça tourne, tout le monde doit être à son poste tout le temps. Et on n'a pas la capacité d'embaucher une deuxième équipe pour faire les rotations. Donc, on demande aux équipes de serrer les dents, et ça nous arrive de faire 2, 3, peut-être 4 semaines des fois. On fait 6 sur 7, voire 7 sur 7. Ouais, c'est très éprouvant. Bien que les journées paraissent courtes, hein, quelqu'un qui regarde de l'extérieur, il dit « Ah, mais oui, vous bossez en restauration, c'est facile, vous faites 8 heures, 16 heures. » Mais ceux-là, je les invite à venir faire une quinzaine en février, et puis ils comprendront vraiment l'intensité qui se passe entre 8h et 16h. C'est assez peu. Même sur les bateaux de croisière, c'était pas comme ça. C'était des plus longues amplitudes, mais entre les services, il y avait une petite pause. On bossait 2-3 heures, et puis après, il y avait une pause, et ainsi de suite. Tandis que là, on arrive à 8h, et c'est le rush jusqu'à 16h, quoi. Wow, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte depuis l'extérieur. Et du coup, comment tu fais pour garder, motiver ton équipe? Parce que c'est tout aussi. C'est pas forcément évident d'avoir une équipe qui est motivée. Il faut les garder confiants. Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que vous avez une stratégie entre vous? Quelque chose pour vous motiver entre vous? C'est quoi? Oui, non, c'est une excellente question. Alors moi, je pars du principe que, tout comme dans l'éducation des enfants, les employés, ils écoutent ce que tu dis, mais ils voient ce que tu fais, en fait. Et tu dois être l'exemple. C'est-à-dire que toi-même, tu dois arriver avec la banane, la pêche tous les matins, indépendamment de ce qui se passe. Parce que si toi, tu n'as pas la pêche, tu ne peux pas leur demander d'avoir la pêche. Donc, c'est vraiment de se donner une rigueur, une discipline, et que pendant ces périodes de forte intensité, on essaie de pas trop, on essaie de rester reposé, mais surtout de rester motivé. Et rester motivé, ça veut dire entre guillemets, se focaliser, et surtout se dire, se mettre en mode ça va aller, on tient bon, on a la pêche, on garde la pêche. Ça ne vient pas tout seul, en fait. Il faut faire l'effort de se dire tous les matins, OK, il y a une nouvelle journée, c'était dur, il y a ci, il y a ça comme problème, il y a lui qui est malade, mais c'est pas grave, on y va, on garde la banane, parce qu'on doit mener ce bateau, et si toi, tu flanches, tout le monde flanche derrière. Donc, c'est vraiment être la locomotive un peu. Ouais, t'es la locomotive de toute l'histoire. Voilà. C'est ça qui est pas forcément évident quand tu es indépendant. Hein. C'est de garder toute cette motivation, parce que tous les problèmes et tout, en fait, c'est que pour toi. En fait, tu peux pas vraiment les partager.
ou comment est-ce que tu fais pour évacuer ça ou... Après, moi, j'ai une force, c'est que j'essaye d'avoir deux façons de faire, en tout cas de scinder les heures de travail et les heures en dehors du travail. Et c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs. Je dis, au travail, je vous demande toute la rigueur, tout le sérieux du travail, indépendamment de la pression de ce qu'on a. On est des professionnels, on doit accueillir chaque client avec le sourire, avec l'énergie. Et même si c'est difficile, on serre les dents. Et puis, quand on est au travail, je suis le boss, donc je peux faire des remarques, je m'octroie le droit de donner des ordres et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est la règle. Par contre, en dehors, dès qu'on est dans la télécabine, on déconne, on rigole, on va boire un coup, on lâche la pression, on va faire un peu de sport, on monte en raquette, on va faire du ski. Mais par contre, c'est la rigueur de l'entreprise. Ouais, super intéressant ça, ce mindset. Et aussi, est-ce que par rapport à la météo, en fait, parce que j'imagine des fois, y a des tempêtes ou des choses, vous faites comment pour redescendre ou vous faites comment pour... Mais la météo, ça rend fou, hein, déjà. Okay. Nous, on a le nez sur les applications météo 15 fois par jour parce que la météo influe carrément de tout au tout déjà notre activité, c'est-à-dire la fréquentation. Donc, un rayon de soleil, on multiplie par 10 et puis 2 gouttes de pluie, on divise par 10. Donc, ça change notre façon de travailler, la façon de mettre en place le restaurant, les commandes. Donc, on est constamment sur ces applications. Et puis, quand il y a des tempêtes, on doit s'y plier. Hein. Il nous arrive de ne pas pouvoir monter, de devoir descendre d'urgence en plein milieu du service. Il nous est même arrivé une fois de devoir descendre à pied au début octobre sous une tempête de neige alors qu'on était en petite basket d'été. Ça, c'était pas plaisant. Ouais. Un 3 octobre 2022, 3, je sais plus. Ah ouais, le frein d'urgence avait serré en fait à la télécabine et puis il pouvait plus opérer en fait. Donc et manque de bol, c'était un jour où il neigeait, où il y avait 15 cm de neige et du vent et de la neige et non-stop et on a dû descendre à pied et c'était l'enfer. Chaud, ouais, c'était chaud. C'est chaud. Là, on était un petit peu dans la peau des alpinistes et des pionniers, mais sauf qu'on était en jean basket et c'est fou ça. Mais incroyable, donc tu dois gérer, il y a toute l'équipe à gérer, il y a toute la nourriture à gérer, donc tu prépares les plats, peut-être qu'il n'y a pas les gens qui sont là, mais les plats ils sont préparés. D'un coup, tu as les changements de température, et puis en plus de ça, toi tu organises plein de choses autour de ton restaurant, c'est juste? Ouais, c'est juste, moi j'aime bien, comme on disait tout à l'heure, j'aime pas la routine, j'aime innover, j'aime aller explorer des nouvelles choses et j'aime l'animation, donc du coup on est toujours en train de chercher les façons d'animer le restaurant. Ouais. Et puis en hiver, là, tu as les mercredis. C'est ça que... Oui, le mercredi soir, c'est un petit peu la seule soirée dans laquelle on travaille pendant la semaine. On reste ouvert jusqu'à 22h pour les personnes qui montent en pot de phoque. Donc, c'est les soirées What the Fuck. Les soirées What the Fuck. Les soirées What the Fuck au Pas de Membray, où les sportifs se retrouvent après une belle montée, après un petit 800-900 de dénivelé. Là, on se retrouve au Pas de Membray, après redescendre à ski. Ça, c'est des belles soirées. Ouais. Trop cool. Et tu as fait aussi... ils avaient fait du wingsuit aussi ici. C'est toi qui avais organisé ça? Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir dans mon équipe des personnes qui faisaient pas mal de voile à voile, parapente et wingsuit. Et du coup, c'est parti un jour d'un délire. On s'était dit, tiens, si on organisait un truc comme ça, et puis en 2-3 jours, on avait un super concept avec un hélico, avec 5-6 base jumpers, 3-4 rotations d'hélico, une vingtaine de sauts et des base jumpers qui passaient à 5-6 mètres de la terrasse à 200 km/h. C'est des spectacles incroyables. Ouais. Ça, c'est fou, quoi. C'est fou. Et t'as tout plein de choses que tu organises. T'étais aussi à la fête du bœuf, là? Oui, je suis dernièrement promu président de l'association des commerçants d'Ayen à Anzère et du coup co-organisateur de la fête du bœuf à Anzère où on a fait une belle fête. Donc on a rôti un bœuf entier qu'on a partagé à environ en 500-600 portions et puis après on a fait une belle soirée de festivités et puis l'après-midi on s'était allié aussi à la vinifête aux encaveurs d'Ayen qui montent sur la place du village pour faire déguster leur cru. Donc
Excellent. Toujours un peu j'aime beaucoup cette convivialité, j'aime le rapport, la proximité entre les commerçants, les artisans de la région. On a la chance d'avoir beaucoup de personnes talentueuses, des produits de qualité. Et du coup, si on met tout ça un peu dans une marmite et qu'on laisse bouillonner, on peut faire des belles choses. Ouais. Ouais, magnifique. Et quand tu es ici, tu dois croiser plein de monde différents. Je pense que tu dois rencontrer des gens. Ah, c'est incroyable. Ouais, tu sais comment c'est l'hiver. Ici, c'est des milliers de personnes par jour. Hein. Je pense que 3, 4, 5 000 personnes franchissent la porte par jour, je pense. Et du coup, alors on ne les connaît pas tous par leur prénom, mais par les visages et les sourires, on commence à avoir une belle clientèle d'habitués, effectivement. Et on croise des personnes avec des vies incroyables. Quand on creuse un petit peu, toi, tu en fais partie d'ailleurs. Je me souviens, la première fois où on s'est rencontrés, on a été jeune papa à peu près à la même période, je crois. Et puis, tu es monté un jour, un été, avec ta poussette. Et puis, pour rigoler, j'ai fait la blague. J'ai dit, t'es monté à pied. Toi, tu m'as dit oui. Et j'ai dit, t'es passé par où? Tu m'as dit par la Combe. Alors, la Combe, moi, déjà, quand je la descends à VTT, je galère. Alors, je me suis dit, en poussette. La montée en poussette, je me suis dit, waouh. Et puis, à chaque fois que tu montes, c'est à chaque fois c'est de plus en plus de surprises, quoi. C'est un coup en schlapp, un coup en tongs, un coup pieds nus, un coup sur les mains. Ouais, ça devient n'importe quoi, c'est vrai. Mais en tout cas, je me réjouis chaque fois que j'arrive ici de prendre quelque chose. Hein. Comme une fois, je voulais faire 40 km avec 4000 de dénivelé et puis je suis remonté 4 fois ici. Ah ouais, je me souviens. Incroyable. À chaque fois avec la même banane. Salut, tu fais quoi? Ah, bah là, je veux faire 4000. Tu fais-moi un petit, un thé, un muffin, il redescend, il remonte. Ah, bah, je vais manger une petite croûte au fromage. La croûte au fromage, elle a trop bien passé. Alors, si vous avez jamais dégusté une croûte au fromage, il faut venir prendre ici. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage et toutes ces expériences. C'était vraiment super intéressant de t'avoir sur ce podcast. J'espère que ça vous a tous inspiré à essayer des choses, à entreprendre, à voyager. Allez, je vous souhaite à tout bientôt. Allez, au revoir. Merci Sébastien et merci pour l'inspiration que tu nous apportes à chaque visite. Bravo pour ce que tu fais. Merci à toi.